Bernard Werber, l'ultime secret, 3e partie. Une salade niçoise sans anchois et avec la vinaigrette à côté. Et pour les tomates, il faudrait qu'elles soient épluchées, car je ne digère pas leur peau. Et comme vinaigre, vous mettez quoi? Vinaigre de framboise, mademoiselle. Vous ne pourriez pas mettre plutôt du vinaigre balsamique de Modène? J'adore ça. Isidore, qui lui apprécie beaucoup les mélanges salés sucrés, commande un avocat crevette pamplemousse. Le serveur note leur commande. En plat principal, Lucrèce choisit du poulet à la provençale, mais sans tomate, et avec la sauce à côté. Pas d'oignons non plus, pas d'oignons. Elle demande si elle peut avoir des haricots verts en guise d'accompagnement à la place des pommes sautées. Cuit à la vapeur, sans graisse, les haricots verts. Le serveur bar note dans la marge, très patient, comme habitué à accueillir des clients compliqués. Isidore, pour sa part, choisit une lotte au pistou, et il se réserve pour le dessert. Monsieur veut la carte des vins? Nous avons un très bon rosé de Bandol. Non, ce sera un orangina light et un sirop d'orgeat, tranche Lucrèce. Avant de partir, le serveur allume les 2 bougies qui décorent la nappe. Ils sont attablés dans le restaurant cabaret du joyeux hibou. La salle n'est pas très grande, tapissée de centaines de masques de visages humains, aux yeux grands ouverts. Ils recouvrent les murs et le plafond, donnant l'impression qu'une foule observe les convives sous tous les angles. Une pancarte surplombe la scène annonçant « Maître Pascal, hypnotiseur ». Vous y croyez, vous, à l'hypnose? Je crois au pouvoir de la suggestion. C'est quoi la suggestion? Quelle est la couleur de la neige? Blanche. Quelle est la couleur de ce papier? Blanc. Et la vache, elle boit quoi? Du lait. Isidore affiche un petit sourire victorieux. Ah zut, c'est pas du lait, c'est de l'eau. Bravo, vous m'avez bien eu, reconnaît Lucrèce. On leur apporte des amuse-gueules à base de tapenade pour les faire patienter et il les grignote en observant la salle. Sur leur droite, un homme parle fort et avec conviction dans son téléphone portable, alors qu'en face de lui, son compagnon de table s'efforce de garder contenance tout en espérant que son propre appareil sonnera bientôt afin de lui imposer à son tour la même gêne. Le téléphone portable de Lucrèce vibre sur la table. Isidore Katzenberg lui lance un regard de reproche. Elle regarde qui l'appelle grâce au système d'affichage du numéro, ne trouvant pas l'interlocuteur intéressant. Elle consent à l'éteindre. C'était la Thénardier. Je coupe tout. Comme ça, nous ne serons plus dérangés, s'excuse-t-elle. Le portable, c'est la nouvelle impolitesse de notre temps, remarque Isidore. Autour d'eux, les autres couples mangent en silence. Isidore les scrute en roulant des boulettes de mie de pain. Mourir d'amour, Giordano en a de bonnes, bougonne-t-il en happant une boulette. Mourir d'amour parfaitement. Aimer, A-I-M-E-R, à s'en faire péter les boyaux de la tête. Évidemment, vous êtes trop intellectuel, coupeur de cheveux en 4, pour comprendre la puissance des sentiments, lui répond Lucrèce Nemrod. Il boit d'un trait son sirop d'orgeat. Fincher est mort assassiné, j'en suis certain, et pas par Natacha Andersen. La jeune journaliste scientifique lui prend le menton. Ses grands yeux verts en amande scintillent sous l'éclairage des bougies. Sa poitrine se soulève d'indignation contenue. Dites-moi la vérité. Avez-vous déjà prononcé seulement une fois la phrase « Je t'aime » Isidore. Il se dégage. C'est une phrase attrape-nigaud. La meilleure manière d'embobiner les naïfs. Je crois que derrière ces mots, on cache surtout une volonté de posséder l'autre. Je n'ai jamais voulu posséder qui que ce soit, et je n'ai jamais voulu laisser personne me posséder. Dommage pour vous. Cela vous sert à quoi de trouver des assassins si vous n'êtes même pas capable de trouver l'amour? Il s'acharne un peu plus sur la mie de pain, la transforme en une énorme boulette qu'il avale, puis assène la phrase qu'il vient de ciseler dans son atelier cérébral personnel. L'amour, c'est la victoire de l'imagination sur l'intelligence. Elle hausse les épaules. Elle se dit que son comparse n'est qu'un homme capable de performance cérébrale, rien de plus, une cervelle sans cœur. On leur sert les hors-d'œuvre. Du bout des doigts, Lucrèce saisit une feuille de salade qu'elle grignote des incisives comme un rongeur. Je ne vais pas perdre davantage de temps à Cannes. Je crois que cette enquête n'a plus lieu d'être, mon cher Isidore. L'amour existe. Samuel Fincher l'a rencontré et il en est mort. Grand bien lui fasse. Et j'espère mourir d'amour, moi aussi. Demain, je remonte à Paris et je vais poursuivre le dossier sur le cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où, comme vous me l'avez signalé, ils ont un service neurologique de pointe. Soudain, les lampes s'éteignent, laissant les dîneurs dans la pénombre des bougies. Et maintenant, comme chaque soir, grand spectacle d'hypnose avec maître Pascal Fincher. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables. Tout le monde fouille dans ses poches et obtempère.
Un homme en smoking noir à paillettes entre sur scène et salue l'assistance. Lucrèce et Isidore reconnaissent sur son visage beaucoup de traits communs à ceux de son frère décédé. Il est un peu plus grand, ne porte pas de lunettes, se tient plus voûté et semble plus âgé. Pascal Fincher entame son spectacle par un discours sur le pouvoir de la suggestion. Il évoque le savant russe Pavlov, qui réussissait à faire saliver un chien à la seule audition d'une sonnerie. Cela s'appelle le conditionnement réflexe. On programme quelqu'un à réagir à un événement donné, ou à un instant donné. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire « je veux me réveiller à 8h moins le quart sans l'aide d'un réveil » et de vous apercevoir ensuite qu'effectivement, vous vous étiez levé pile à 8h moins le quart. Pas une minute de plus ni de moins. Rumeur dans la salle. Plusieurs personnes se souviennent en effet d'une telle performance qu'elles croyaient due au simple hasard. Vous vous étiez conditionné tout seul. Et on se conditionne en permanence. Par exemple, à avoir envie d'aller aux toilettes après le petit déjeuner, à avoir faim à l'heure de la pause, à avoir envie d'uriner en entrant dans l'ascenseur qui ramène chez soi, à être prêt à dormir juste après le film du soir. Les spectateurs rient en se souvenant de ces sensations qu'ils croyaient intimes. On est comme des ordinateurs qu'on programme et déprogramme à volonté. Nous nous conditionnons même à nos réussites et à nos échecs futurs. N'avez-vous jamais vu ces gens qui commencent leurs phrases par « Je suis sûr que je vous dérange, mais… » Ils conditionnent l'autre à les repousser. Et on fait tout ça sans y réfléchir. L'hypnotiseur réclame un volontaire pour une expérience pratique. Un grand blond se lève. Pascal Fincher demande qu'on l'applaudisse, puis il le place face à lui enjoint de fixer son pendule tout en lui affirmant « Vos paupières sont lourdes, lourdes. Vous ne pouvez plus les ouvrir. Maintenant vous avez chaud, très chaud. Vous êtes dans le désert et vous étouffez dans vos vêtements. » Quand il a répété plusieurs fois cette rengaine, le cobaye, les yeux toujours fermés, se déshabille, jusqu'à se retrouver en slip. Pascal Fincher le réveille alors, et le grand blond sursaute, surpris, puis honteux de sa nudité. Dans la salle, tout le monde applaudit. « C'est quoi le truc ?» demande Lucrèce à son compagnon. « En fait, tout le mérite vient de l'hypnotisé, pas de l'hypnotiseur, explique Isidore. C'est lui qui décide d'obéir à la voix. On pense qu'il n'y a que 20% de la population hypnotisable, c'est-à-dire capable de faire suffisamment confiance à l'hypnotiseur pour se laisser aller complètement. » Pascal Fincher réclame un nouveau cobaye pour son prochain tour. « Allez-y, Lucrèce. »« Non, vous, Isidore. »« Mademoiselle est un peu timide, lance-t-il à l'intention de l'artiste. » Pascal Fincher descend prendre la jeune femme par la main pour la guider vers la scène. « Je vous préviens tout de suite que je ne me déshabillerai pas, » annonce fermement Lucrèce déjà sous les projecteurs. L'hypnotiseur lui demande de fixer à son tour le pendule de cristal. Vous vous sentez de plus en plus fatigué. Vos paupières sont lourdes, lourdes. Elle ne quitte pas le pendule des yeux, mais sa bouche articule. « Désolé, ça ne marchera pas sur moi. Je crois que je fais partie des 80% de la population réfractaire à l'époque. » Vous dormez. Elle se tait, ferme les yeux. Vous dormez profondément, répète Pascal Fincher. Lorsqu'elle lui paraît suffisamment endormie, l'hypnotiseur demande à Lucrèce son emploi du temps de la veille. Elle hésite à peine. Hier, j'ai visité la morgue de Cannes. Ensuite, il lui demande ce qu'elle a fait la semaine précédente. Elle s'en souvient, puisqu'elle a fait le mois précédent. Puis l'année dernière, le même mois, le même jour. Elle obtempère. Puis il lui demande de revenir 10 ans en arrière, puis 20. Il lui demande de revivre ses premiers jours, puis sa naissance, puis ce qui s'est passé avant. La jeune femme se recroqueville. Il l'aide à s'asseoir sur le sol et elle se lève en position fétale, le pouce dans la bouche. Il la prie ensuite de revivre sa naissance, et Lucrèce, de plus en plus recroquevillée, se met à respirer difficilement. Elle mime ce qui semble une scène dans laquelle elle s'asphyxie. Elle mime un traumatisme. Soudain, elle cesse complètement de respirer. Inquiétude dans la salle. La jeune journaliste scientifique devient toute rouge, elle tremble. Mais l'hypnotiseur, lui, reste calme. Il passe une main sur les joues de Lucrèce et les caresse, en partant du menton, comme s'il l'aidait ainsi à sortir d'un lieu où elle étoufferait. Il mime le geste de la hisser par le menton puis les épaules. Elle se déploie un peu. De la main, il la rassure, la calme, l'apaise. Il la tire, comme pour la dégager d'un goulet trop étroit. Puis, alors qu'elle marque une pause, il passe derrière elle et lui octroie de petites tapes dans le dos, de plus en plus fort. Elles se débloquent tous, et les yeux toujours fermés, elle pousse un gémissement semblable au vagissement d'un bébé qui vient de naître. Pascal Fincher s'assoit alors par terre, prend la jeune femme dans ses bras, la berce, et chantonne jusqu'à ce qu'elle se calme. Maintenant tout va bien. Nous allons remonter le temps. Il lui enjoint alors de visualiser sa première année, sa première décennie, l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière, hier, il y a 1 heure.
Puis il annonce un compte à rebours de 10 à 0 et lui signale qu'à 0, elle rouvrira les yeux, ne se rappellera plus rien, mais profitera cependant des effets bénéfiques de cette séance. Elle ouvre les yeux. Applaudissements hésitants dans la salle. Elle bat des paupières. Vous voyez, ça n'a pas marché, dit-elle, en reprenant ses esprits. Pascal Fincher lui prend la main pour qu'on l'applaudisse plus fermement. Lucrèce se laisse faire étonnée. Il la remercie. Elle regagne sa table. Vous avez été formidable, dit Isidore. Mais ça n'a pas marché, hein, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien. Il vous a fait revivre votre naissance. Il y avait un petit blocage chez vous. Il l'a résolu. Quel genre de blocage? La sortie du ventre de votre mère. Vous paraissiez étouffé. Il vous a rassuré. Il vous a fait revivre l'événement dans de meilleures conditions. Alors, avec détermination, elle enlève son pull à col roulé, puis très lentement le remet, en frottant bien son col avec sa tête. Elle recommence plusieurs fois, puis consent s'expliquer. J'avais une sorte de phobie. Quand j'enfile des pulls à col roulé, je ne supporte pas de rester la tête coincée dans le col plus de quelques secondes. C'est viscéral, c'est une simple gêne, mais elle m'a toujours angoissée. Alors je passe toujours mes pulls très vite. Après ça, j'ai l'impression d'être guérie de ce petit tourment. Elle passe et repasse sa tête dans le pull. L'hypnotiseur réclame maintenant un dernier volontaire pour une expérience plus délicate. Un groupe de 3 militaires entrés en plein milieu de la séance désigne l'un d'eux à grands cris. Après un premier refus, il y va, ne voulant pas passer pour un pleutre. Pascal Fincher endort rapidement le soldat à l'aide de son pendule de cristal, puis lui annonce. Lorsque vous entendrez les mots Magnolia, Indigo, vous compterez jusqu'à 5, puis prendrez votre chaussure droite. Vous irez taper 2 fois contre la porte, puis vous éclaterez de rire. Il répète plusieurs fois cette induction, réveille le cobaye, et alors que celui-ci reprend sa place, l'hypnotiseur lance négligemment « Magnolia Indigo ». L'autre se fige, compte dans sa tête, puis enlève sa chaussure, se dirige vers la porte, tape 2 fois et éclate de rire. Le rire est repris par la salle qui applaudit à tout rompre. Ce geste ancien signifie qu'on a envie de prendre l'autre dans ses bras, mais comme il n'est pas tout prêt, on se tape dans les mains sans parvenir à le saisir. Le militaire inquiet cesse de glousser et énervé remet sa chaussure. Tel est, lance l'hypnotiseur, le pouvoir de la pensée. Avant, je donnais des mots-clés plus simples comme café au lait ou rayon de soleil, mais trop communs. Ils généraient des problèmes dans la vie quotidienne. Aussi j'utilise à présent Magnolia Indigo. Dans la conversation courante, il est rarissime de l'entendre. Comme Fincher prononce encore ces 2 mots-clés, le cobaye qui est en train de renouer son lacet s'interrompt à nouveau, se fige un instant, puis avec sa chaussure, va taper 2 fois contre la porte avant d'éclater de rire. Applaudissements redoublés. Gêne encore plus forte du cobaye qui secoue la tête en proférant des jurons et se frappe les fontanelles comme s'il voulait faire sortir un poison de son crâne. L'hypnotiseur salue, rideau. Avant que les 2 journalistes aient pu terminer leur hors-d'œuvre, un serveur a déjà apporté les plats principaux, en profitant de leur inattention passagère. L'hypnose. Nous n'y avions pas pensé. Et si quelqu'un avait introduit un mot-clé dans l'esprit de Fincher? Un mot-clé, mais quel mot-clé? Magnolia Indigo? Le jeune journaliste scientifique cherche rapidement et a un éclair. Un mot-clé genre « je t'aime » avec un conditionnement pour qu'à l'audition de cette phrase, son cœur s'arrête, propose-t-elle ravie. Natacha Andersen l'a prononcé au moment crucial, et cela lui a provoqué un spasme. C'est vous qui êtes en train de me dire que la phrase « je t'aime » peut devenir un conditionnel mortel, s'étonne Isidore. Lucrèce est lancée. Elle replace chaque pièce du puzzle pour que l'ensemble fonctionne. Mieux qu'un spasme, un arrêt cardiaque. Vous m'avez bien dit qu'avec son cerveau, on peut maîtriser son cœur, il me semble. J'ai vu des yogis le faire, mais je ne crois pas qu'on puisse arriver jusqu'à l'arrêt total. Il doit y avoir des mécanismes automatiques de survie. Elle cherche vite autre chose. Dans ce cas, on pourrait imaginer qu'on l'a programmé à rire, jusqu'à ce que sa mort s'en suive, suggère Lucrèce. Rire jusqu'à la mort quand le sujet entend les mots « je t'aime ». Satisfaite de son idée, elle reconstitue toute l'histoire. Je crois, mon cher Isidore, que j'ai trouvé le fin mot de cette affaire. Fincher a été tué par son frère Pascal, qui l'a hypnotisé préalablement. Il lui a implanté une phrase inductive dans la tête, la plus insidieuse, « je t'aime ». Natacha Andersen l'a prononcée au moment de l'orgasme. Le cœur s'est arrêté et le champion du monde d'échecs est mort. Du coup, elle a cru que c'était elle qui l'avait tué. C'est le meurtre le plus parfait. Pas de présence de l'assassin sur les lieux au moment du crime, pas d'arme, pas de blessure, un seul témoin. Et ce témoin se croit la cause de la mort. Sans parler que, comme vous dites, le tout passe pour suffisamment salace pour que personne n'enquête sérieusement. Le sexe est encore un tabou. C'est vraiment le crime parfait. La jeune journaliste, enthousiasmée par son propre raisonnement, mange avec appétit.
ce qu'il reste de poulet dans son assiette. Et le mobile? La jalousie. Pascal est moins beau que Samuel. Samuel avait une fiancée top modèle et en plus il avait remporté le championnat du monde d'échecs. Riche, beau, bien accompagné, connaissant la gloire. C'est insupportable. Le frère jaloux a utilisé son talent d'hypnotiseur pour le conditionner à mourir. Et comme c'est un vicieux, il s'est débrouillé pour qu'il trépasse dans les bras de sa fiancée. Elle revient quelques pages en arrière dans son calepin pour revoir ses notes précédentes. Nous pourrions ajouter cela comme motivation. Au-dessus de 5, le devoir. 6, la jalousie. La lotte qui stagne au milieu du pistou dans l'assiette d'Isidore a eu plus de chance que le poulet de batterie à la provençale de Lucrèce. Elle a connu la liberté quelques semaines avant d'être prise au piège dans des filets dérivants. La jalousie, trop précis. Élargissons la notion à toutes les émotions qu'on ne sait pas maîtriser parce qu'elles nous dépassent. La jalousie, la vengeance, en fait la colère. Oui, on pourrait regrouper le tout sous 6, la colère. C'est encore plus fort que le devoir. Le devoir, c'est ce qui fait que les gens veulent plaire aux autres et s'intégrer à la société. La colère, c'est ce qui les pousse à fomenter des révolutions et à changer la société. C'est aussi ce qui peut les pousser à tuer. Elle note à toute vitesse son explication pour être certaine de ne pas l'oublier. Eh bien, dit Lucrèce, voilà une enquête rondement menée. Je reconnais que vous aviez raison de suspecter une mort anormale. Pour ma part, j'ai trouvé l'assassin et le mobile. Ensemble, nous avons battu un record de vitesse de résolution d'enquête, il me semble. Voilà, tout est fini. Elle tend son verre pour trinquer. Mais Isidore ne lève pas le sien. Et vous prétendez que c'est moi qui suis mythomane? Elle le toise avec dédain. La jalousie, dit-elle. Vous aussi, vous êtes jaloux. Parce que je suis plus jeune que vous. Je suis une femme. Et pourtant, c'est moi qui ai trouvé la solution. N'est-ce pas, monsieur Sherlock Holmes? Ils finissent leurs plats respectifs. Isidore se fabrique une mouillette et sauce son assiette, tandis que Lucrèce, du bout de son couteau, trie sur les bords ce qu'elle veut encore manger, et ce dont elle ne veut plus. Le reste du poulet reçoit pour sépulture une branche de laurier. Alentour, les gens commentent le spectacle. Enfin, ils disposent d'un sujet de conversation. À toutes les tables, il se crée une division entre ceux qui croient à l'hypnose et ceux qui n'y croient pas, chacun campant sur sa position. Ce sont des comparses, entend-on. Ils ont fait semblant. La fille avait l'air sincère. Non, elle en faisait trop. Le serveur leur propose la carte des desserts. Lucrèce commande un café décaféiné allongé, dans une grande tasse avec un pot d'eau chaude à côté. Et Isidore une glace à la réglisse. Vous avez émis une hypothèse, c'est tout. Vous êtes jaloux. Heureusement que vous n'êtes pas policière. Pour qu'une enquête soit bouclée, il ne suffit pas d'élaborer une hypothèse, aussi attrayante soit-elle. Il faut des indices, des preuves, des témoignages et des aveux. Très bien, allons questionner Pascal Fincher, clame Lucrèce. Elle réclame l'addition, la note de frais afférente, paie, puis elle demande au patron du night-club de leur indiquer la loge de l'hypnotiseur. Il frappe 3 fois à la porte où est gravé Maître Pascal Fincher. En guise de réponse, la porte s'ouvre à la volée, et avant qu'ils aient pu réagir, l'hypnotiseur bondit hors de sa loge et fuit le night-club dans son peignoir mouillé, alors que les 3 autres militaires sont à ses trousses, avec à leur tête celui qui a servi de cobaye. Magnolien indigo, lance Lucrèce, comme si elle espérait que cette phrase arrêterait en plein élan le soldat de tête. Mais tous sont déjà loin. Jean-Louis Martin gardait son œil ouvert, vivre ou mourir. En lui, 1000 idées continuaient à se bousculer, sans lui permettre de se décider pour autant. Il avait l'impression de ne pas disposer de suffisamment d'informations. Il était anéanti. Il en était convaincu, mais ce médecin avait pourtant l'air de savoir ce qu'il faisait. Dans son esprit, les arguments en faveur du oui et ceux pour le non s'agglutinaient par paquets, afin de peser dans la balance de sa décision. La vie. Une centaine de diapositives surgirent sur l'écran intérieur, projetant des moments agréables de son passé. Vacances en famille alors qu'il était enfant, découverte des échecs, découverte de la peinture, découverte de sa future femme Isabelle, découverte de son bureau à la banque, mariage, premier accouchement de sa femme, premières vacances avec ses filles, première vision de l'émission qui tout double. Ou la mort, il se voit seul, immobile sur un lit mais filmé sous tous les angles. Et le temps qui passe, d'abord sur l'aiguille de la montre qui tourne de plus en plus vite, puis par la fenêtre. Le soleil succède à la lune, puis au soleil. Cela accélère au point de former comme un spot qui s'allume un coup en soleil et un coup en lune. L'arbre qu'il voit depuis sa chambre se couvre de feuilles, puis par ses feuilles, puis se couvre de neige, puis bourgeonne, puis se couvre de feuilles.
Les années, les décennies passent, et puis posé comme un mannequin de plastique sur ce lit, avec juste son œil qui bat, désespérément, alors que personne n'est là. Il fallait maintenant trancher. Comme dans un ralenti, la paupière s'abaissa, une fois, et puis plus rien. Samuel Fincher sourit. Vous voulez donc vivre? Je crois que vous avez pris la bonne décision. Pourvu que je ne me suis pas trompé. Pendant ce temps, Isidore et Lucrèce arrivent à un carrefour. Ils ont perdu de vue les militaires. À gauche, à droite, ils les cherchent, la main en visière sur le front. Où sont-ils passés? Isidore, en pleine digestion encore, respire avec difficulté et bruyamment. Lucrèce, toute fraîche, grimpe sur une voiture pour examiner les alentours de plus haut. Là-bas, dit-elle. Elle indique du doigt la plage. Allez-y, Lucrèce, vous êtes plus véloce que moi. Je vous rejoindrai. De toute façon, elle ne l'écoute plus, elle galope. Son cœur pulse à toute vitesse du sang dans les artères, qui se répand dans les artérioles, puis dans les capillaires des muscles des mollets. Ses orteils recherchent la meilleure prise au sol pour mieux projeter son corps en avant. Pascal Fincher court, lui aussi, à perdre haleine. Il débouche sur une plage déserte à peine éclairée par la lune. Là, les 3 militaires le rattrapent et le jettent à terre. « Magnolia Indigo !» tente sans conviction l'hypnotiseur. Mais l'autre se bouche les oreilles et ordonne. « Il faut que tu m'enlèves ça de l'esprit. Et tout de suite. Je ne vais pas toute ma vie faire l'imbécile avec ma chaussure dès que je rencontrerai quelqu'un qui a vu le spectacle ou qui en a entendu parler. » L'hypnotiseur se relève doucement. « Débouchez vos oreilles, je vais arranger ça. »« Pas d'entourloupe, hein ?» Le militaire ôte les doigts de ses pavillons, mais reste prêt à les renfoncer à la moindre alerte. Abracadabra, je vous libère de Magnolia Indigo. Désormais, il effectue un mouvement de la main. Vous ne réagirez plus en entendant Magnolia Indigo. Le militaire surpris attend, comme si quelque chose en lui allait se remettre en branle. Allez-y, répétez pour voir, demande-t-il. Magnolia Indigo. Rien ne se passe. L'autre sourit, content de se voir délivré de ce qui lui semble un maléfice. C'était aussi simple, s'étonne le militaire. C'est comme un disque dur d'ordinateur. On peut enregistrer un ordre programmé d'une simple induction par la parole. On les fasse de même. Essaie d'expliquer l'hypnotiseur en adoptant le ton désolé d'un explorateur s'adressant à des sauvages devant un magnétophone. Et abracadabra, questionne l'autre, encore méfiant. C'est pour le folklore. Les gens y croient davantage quand on prononce des trucs comme ça. C'est tout dans la tête. L'autre le toise. Bon, ça va, mais je voudrais que cela n'arrive plus à qui que ce soit, ajoute l'ex-cobaye, en relevant ses manches et en serrant ses poings. Ses deux amis empoignent l'artiste pendant que son ancienne victime entreprend de le frapper au ventre. Mais une silhouette se dresse devant la lune. Facile à 3 costauds contre un gringalet et raille Lucrèce Nemrod. Le militaire se retourne. Allons, ma petite dame, il commence à se faire tard, c'est dangereux de se promener ici la nuit toute seule. Regardez, il y a même des gens, disons, un peu bizarres. Simultanément, il donne un nouveau coup de poing à l'hypnotiseur. Toi, dors, je le veux. Lucrèce Nemrod bondit sur le militaire et lui lance un grand coup de pied dans l'entrejambe. Toi, Queen, je le veux. L'autre pousse un cri étouffé. L'un des militaires lâche l'hypnotiseur pour donner un coup de main à son collègue. Lucrèce se place en position de combat de son art martial personnel. L'orphelinat Quando. Elle tend 2 doigts encrochés, recourbés comme s'il s'agissait d'une prolongation armée de son corps. Les 2 incisives de la souris. Le militaire lance son pied, elle l'attrape et le propulse en arrière. Puis elle lui saute dessus. Il roule sur le côté jusqu'à effleurer les vaguelettes du bord de mer. Elle lève ses 2 doigts crochés et frappe très fort le front. Bruit d'os. Elle percute à nouveau dans l'entrejambe du premier qui reprenait ses esprits. Déjà, elle est en position de combat. Ses 2 doigts durs comme du bois. Le troisième hésite à intervenir. Finalement, ils choisissent de partir, sans demander leur reste. Lucrèce rejoint l'hypnotiseur qui est tombé à genoux sur le sable. « Ça va ?» Il se masse le ventre. « Ça fait partie des petits désagréments professionnels. C'est une manifestation de racisme anti-hypnotiseur. » Le racisme anti-hypnotiseur ? De tout temps, les gens qui ont une certaine connaissance des mécanismes du cerveau ont suscité la peur. Ils ont été accusés de tout, de sorcellerie par la religion, de charlatanisme par les scientifiques, de manipulation mentale. Ce que les gens ne peuvent pas comprendre leur fait peur. Et ce qui leur fait peur, ils veulent le détruire. Lucrèce le soutient pour voir s'il arrive à marcher. De quoi ont-ils peur? L'autre sourit de sa bouche blessée. L'hypnose, ça fait fantasmer. Il croit qu'il s'agit d'un pouvoir magique. En tout cas, merci de votre intervention. Je vous devais bien ça, grâce à vous, je n'ai plus peur d'enfiler un pull à col roulé. Instinctivement, elle enfonce sa tête dans son col pour bien montrer qu'elle peut désormais rester dans cette position. Isidore surgit, essoufflé. « Alors, Lucrèce, vous avez attrapé votre assassin ?»
ironise-t-il. Les yeux verts de la journaliste scientifique le fusillent pour le faire taire. L'hypnotiseur marque un temps d'arrêt, se demandant quel est ce nouveau personnage. Isidore Katzenberg, nous sommes journalistes au Guetteur moderne, nous enquêtons sur la mort de votre frère. Samy. Lucrèce pense que c'est vous qui l'avez tué par jalousie, précise Isidore Katzenberg. À l'évocation de son frère, l'hypnotiseur a le regard empreint de tristesse. Samy, ah Samy, nous étions très proches. Ce n'est pas si fréquent entre frères, mais c'était le cas. Lui, c'était le sérieux et moi le saltimbanque. Nous étions complémentaires. Je me souviens qu'une fois, je lui ai dit « Nous sommes comme Jésus-Christ et Simon le magicien, un grand prestidigitateur ami de Jésus. » Pascal Fincher s'arrête un instant pour essuyer à nouveau sa lèvre meurtrie. Je plaisante à moitié, j'admirais beaucoup mon frère. Que faisiez-vous le soir de sa mort l'interrompit Lucrèce. J'étais en scène au Joyeux Hibou. Vous pouvez interroger le patron, et j'ai toute une salle pour témoins. Qui aurait pu lui vouloir du mal questionne Isidore. Il s'assoit dans le sable humide et frais. Sa réussite était trop éclatante. De plus, sa victoire sur Deep Blue le faisait connaître du grand public. Il devenait intouchable. En France, la réussite est toujours mal vue. Le clou qui dépasse attire le marteau, ajoute Isidore, jamais avare de proverbes. Vous croyez qu'il pourrait s'agir d'un assassinat demande Lucrèce. Il avait déjà reçu des menaces, je le sais. Je suis contente que vous enquêtiez sur sa mort. Lucrèce ne veut pas renoncer pour autant à son hypothèse. Quelqu'un d'autre que vous aurait-il pu l'hypnotiser pour obtenir une action à effet retard? Pascal Fincher secoue la tête navrée. Je connais l'hypnose. Pour être sous influence hypnotique, il faut renoncer un instant à son libre arbitre et laisser quelqu'un décider à votre place. Or, Samy était tout sauf quelqu'un d'influençable. Il ne dépendait de personne. Son objectif était de réduire la souffrance de ses malades. Un saint laïc. Votre saint laïc est quand même mort officiellement de plaisir dans les bras d'un top modèle, remarque Lucrèce. Pascal Fincher hausse les épaules. Vous connaissez un homme qui saurait lui dire non. Ce physique vaut toutes les séances hypnotiques. J'ai un ami qui affirme le libre arbitre des hommes consiste à choisir la femme qui prendra les décisions à leur place, dit Lucrèce. Isidore reconnaissant l'un de ses propres aphorismes, Rosie. Bien vu, admet Pascal Fincher. Vous croyez qu'elle aurait pu le tuer? Questionne le journaliste. Je ne sais pas ce qui l'a tué précisément, mais je dirais que d'une manière générale, c'est son courage. Fincher se battait seul contre tous les archaïsmes. Ce qu'il proposait, c'était de repenser entièrement notre rapport à l'intelligence, à la folie, à la conscience. Dans son discours après la victoire aux échecs, il a fait référence à Ulysse, mais il était lui-même un aventurier de cette trempe. Et on reconnaît les vrais pionniers au fait que ce sont eux qui se prennent les flèches, parce qu'ils sont trop en avant. Isidore sort des bêtises de Cambrai et en offre pour se remettre de ses émotions. L'hypnotiseur se sert et engouffre plusieurs friandises. Je me rappelle une fois l'avoir entendu dire qu'il se sentait menacé. Il rêve d'un monde où tous les hommes sont pareils. Ainsi, ils pourront plus facilement les calibrer, comme du bétail cloné, comme des poulets en batterie. Il disait « ils » en parlant de l'administration à laquelle il rendait des comptes. Il avait rajouté « ils ont peur de ceux qu'ils croient fous, mais ils ont encore plus peur de ceux qu'ils croient des génies. » En fait, dans le futur, il rêve d'un monde bien uniforme où les gens trop intelligents seront obligés de porter sur la tête un casque qui diffusera très fort de la musique d'ascenseur, afin de les empêcher de réfléchir tranquillement. Ils mettront des voiles aux femmes trop belles, des gilets de plomb aux gens trop agiles. Et nous serons tous pareils, des êtres moyens. Pascal Fincher tourne la tête vers la Méditerranée. Il montre au loin une petite lueur qui pourrait être la lumière d'une étoile, si elle n'était aussi nette. C'est là-bas. Il s'y passe des choses étranges. Je suis sûr que de la même manière que j'affronte l'anti-hypnose, lui affrontait... Vous pensez à qui? Ses collègues, ses malades, ses infirmiers, tous ceux qui redoutent la nouveauté. Il faudrait que vous y alliez. Tous trois fixent le point lumineux qui semble les appeler. Le problème, c'est qu'on n'entre pas comme ça dans un hôpital psychiatrique, remarque Isidore, cherchant des yeux l'île dont la lune commence à éclairer la bordure des arbres. Pascal Fincher vérifie avec sa langue qu'une de ses dents ne s'est pas déchaussée. Umberto est le type du bateau-taxi qui fait la navette avec l'île Sainte-Marguerite depuis le port de Cannes. Il vient me voir tous les vendredis pour ma séance d'hypnose-relaxation collective. Dites-lui que vous venez de ma part. L'hypnotiseur respire fort et fronce le sourcil en fixant l'île au loin, comme un adversaire qu'il voudrait terrasser. Le cerveau de Jean-Louis Martin apparut en coupe latérale sur l'écran de l'ordinateur. Pour constater l'étendue des dégâts, le docteur Fincher lui faisait passer une tomographie à émission de positrons.
Grâce à cette technique de pointe, il pouvait voir tout ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait plus dans le crâne de Martin. Le cerveau était représenté par un ovale bleu turquoise, la mer intérieure où naviguent les idées. Samuel Fincher demanda à Martin de fermer son œil. Tout son cerveau devint uniformément bleu. Il lui fit ensuite rouvrir l'œil, et une tache beige apparut sur le lobe occipital, du côté opposé à l'œil, une île dans la mer. Samuel Fincher lui présenta alors le dessin d'une pomme, et l'île beige grandit un peu et prit une forme plus compliquée. Puis il lui fit observer une carte postale de Cannes, pleine de détails, et la tache beige grandit encore. Il nota que la vision et l'interprétation du monde visuel extérieur fonctionnaient. Toujours avec le même appareil, il vérifia son ouïe. Il lui fit entendre un bruit de cloche. Une nouvelle île de forme plus allongée apparut dans la zone pariétale, située plus en avant. Une musique symphonique lui fit apparaître un archipel d'îlots semblable à l'Indonésie. Ensuite, Fincher testa les autres sens et découvrit qu'ils étaient inopérants. Aucune île n'apparaissait après la piqûre d'une aiguille, le dépôt de jus de citron sur la langue, les vapeurs de vinaigre sous le nez. Le docteur Fincher vérifia la compréhension proprement dite. Il lui dit pomme, et la tache beige adopta exactement la même forme que lorsque Jean-Louis Martin avait vu la vraie pomme. C'était l'une des découvertes récentes obtenues grâce à la tomographie à émission de positrons. On s'était aperçu que penser à quelque chose ou le voir vraiment activait exactement les mêmes zones du cerveau. Le docteur Fincher formula des notions simples. Matin pluvieux, ciel nuageux, puis de plus en plus abstrait. L'espoir, le bonheur, la liberté. Chaque fois une île ou plusieurs s'éclairait, indiquant que le terme éveillait des zones précises dans le cerveau de Jean-Louis Martin. Pour clore la séance, Samuel Fincher voulut vérifier l'humour de son patient. L'humour était selon lui le baromètre général de l'état de santé qualitatif et quantitatif d'un cerveau. Le meilleur pouls de la conscience. Le centre du rire avait été localisé pour la première fois en mars 2000 par Yitzhak Fried, qui, en recherchant la cause de l'épilepsie, avait découvert un point qui déclenchait l'hilarité au niveau du lobe frontal gauche, juste devant la zone du langage. C'est dans le jardin d'Éden, Ève demande à Adam « Est-ce que tu m'aimes ?» Et Adam répond « Est-ce que j'ai le choix ?» Frémissement de l'œil. Le docteur Samuel Fincher examina au ralenti le trajet de la blague dans le cerveau de son malade. Le stimulus partait de la zone d'audition, rejoignait la zone du langage, puis disparaissait. Cela ne le fait pas rire. Peut-être que cela lui rappelle la problématique du choix de sa propre survie, à moins que cela ne lui rappelle sa femme, pensa le médecin. Samuel Fincher enchaîna avec une autre blague courte, qu'il espéra moins personnelle. C'est l'histoire d'un homme qui va voir son médecin et qui lui dit « Docteur, j'ai des trous de mémoire. »« Ah bon, depuis quand ?» Et le malade étonné demande « Depuis quand quoi ?» L'œil frémit différemment. Pour en avoir le cœur net, Samuel Fincher repassa là encore le trajet du stimulus de la blague, dans le cerveau au ralenti. Il vit sur la mer bleue du cerveau en couple les petites îles qui apparaissent, puis disparaissent dans les zones d'analyse, de comparaison avec des images connues du médecin, puis de compréhension. Enfin, le stimulus termina sa course dans le lobe frontal gauche, dans la zone de l'hilarité. Cette fois, il rit. Il existe 32 effets comiques, disait Bergson. J'en ai trouvé un. Cela le fait rire d'entendre l'histoire de quelqu'un qui a une autre maladie que la sienne. Le professeur Isaac Fried avait aussi repéré qu'après une blague, une autre zone spéciale s'activait, située, cette fois, dans le bas du cortex préfrontal, une zone qui se déclenchait normalement lorsqu'un cobaye recevait une récompense. Ce fut ce qui se passa à quelques microsecondes près, une fois que la zone d'hilarité eut fini sa danse. Voilà la preuve que l'humour est perçu comme un signe d'affection. L'œil continuait de vibrer, s'agrandissant par spasmes, un éclat de rire intérieur. L'effet durait. Samuel Fincher aimait bien cette histoire, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle produise une tache beige aussi large dans cette zone affective. Il s'est dit que l'humour était subjectif, qu'on ait envie de faire rire dans un tel endroit à un tel moment décuplait l'effet. Ce fut probablement à cet instant que le docteur Samuel Fincher acquit la confiance totale de son malade et lui donna une tape amicale que celui-ci ne sentit pas. Votre cerveau marche parfaitement bien. Un esprit sain, dans un corps atrophié, mais un esprit sain quand même. Voulez-vous que je fasse venir votre famille ?